Je crois que l'histoire, c'est des lieux. Des lieux qui, partout à travers le monde, nous évoquent des souvenirs de classe, de livres, d'amis, de famille ou de voyages. Pour moi, c'est toujours pareil. J'imagine alors leur taille, leur ambiance, leur lumière. Mais une fois sur place, je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui les ont arpentés, m'imaginer à leur place, visualiser. Alors aujourd'hui, je me suis levé tôt, très tôt, pour aller sur l'un des lieux historiques les plus connus au monde, pour suivre le destin de ceux qui se sont échoués ici. Bienvenue en Normandie. Ici, il y a 79 ans jour pour jour, 34 000 soldats américains débarquèrent à partir de 6h30 du matin et donnèrent le coup d'envoi du débarquement amphibie le plus ambitieux de l'histoire. Répartis sur 5 plages entre la Manche et le Calvados. 5 plages, dont une restera tristement célèbre, celle où je me tiens aujourd'hui. Omaha Beach. Alors pour ceux au fond, je vais vous donner un peu de contexte. En 1944, la guerre a commencé, elle depuis maintenant presque 5 ans. Le Troisième Reich d'Adolf Hitler occupe la France et une bonne partie de l'Europe. Après un début de conflit qui a tourné à son avantage, l'armée allemande est en difficulté à partir du début de l'année 1943 et cède du terrain sur tous les fronts. Après l'entrée en guerre des États-Unis, les Alliés relèvent la tête et le vent semble lui enfin tourner. Depuis plusieurs mois, le chef du Kremlin, Joseph Staline, c'est lui, avec la moustache, réclame l'ouverture d'un second front à l'ouest de l'Europe pour soulager ses troupes sur le front russe. Ainsi, ce qu'il faut retenir, c'est que le 23 janvier 1944, le commandement suprême allié avec à sa tête le général américain Dwight Eisenhower, après avoir considéré une opération dans le Nord-Pas-de-Calais, choisit la Normandie comme lieu pour le débarquement amphibie, le plus ambitieux de l'histoire. Un débarquement sans précédent qui se base sur les expériences acquises dans des opérations de Dieppe, d'Afrique du Nord et de Sicile. Alors bien sûr, pourquoi la Normandie? Alors il y a énormément de raisons, mais je vais vous en énumérer quelques-unes. D'abord pour ses plages, qui sont larges et profondes, la proximité avec de grands ports comme Le Havre et Cherbourg, ainsi qu'une zone bien moins défendue que le Nord-Pas-de-Calais. En parallèle, les Alliés usent également de la désinformation pour convaincre les Allemands que le débarquement, lui, se déroulera bien dans le Pas-de-Calais, comme ils l'avaient prévu. C'est l'opération Fortitude. 5 plages sont alors choisies, elles prennent tout un nom de code et l'une d'entre elles marque l'histoire par le sang qui y a été versé. Omaha Beach. La plage d'Omaha Beach est divisée en différents secteurs pour le jour du débarquement. La partie occidentale est confiée à l'inexpérimentée 29e division d'infanterie, des éléments des 2e et des 5e bataillons de Rangers, et l'est de la plage, lui, revient à la 1re division d'infanterie qui n'est pas à son galop d'essai. La Big Red One, comme on l'appelle, occupe donc un rôle crucial le jour J. Au printemps 1944, elle est considérée comme l'une des divisions les plus expérimentées de l'armée américaine. Et pour cause, cette division qui existe depuis la Première Guerre mondiale a connu plusieurs fois l'épreuve du feu depuis le début de la guerre, en débarquant en Afrique du Nord en novembre 42, ainsi qu'en Sicile, en juillet 43. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'à la veille de la campagne de Normandie, la Big Red One a eu ses rangs clairsemés par les précédentes opérations, et elle doit donc faire appel à ce qu'on appelle des replacements, des nouveaux venus, des bleus, si vous voulez. Et c'est là qu'entre en scène Edward Morozevich. Eddie, comme l'appellent ses proches, n'a de prime abord rien de particulier. C'est un jeune homme, comme les autres, d'origine polonaise et né dans le New Jersey, travaillant depuis qu'il a l'âge de 17 ans. Et comme beaucoup de jeunes de sa génération, il est appelé sous les drapeaux, lui, en avril 1943, à la veille de ses 21 ans. Quand vous êtes conscrit, appelé donc, vous recevez un papier et êtes envoyé en formation. Celle-ci va durer environ 17 semaines, vous y apprenez alors le maniement des armes, la discipline, bref, tout ce qu'un soldat est censé savoir sur un théâtre d'opération. Alors ce temps, dévolu à ce qu'on appelle à ce moment-là le basic training, va évoluer selon les camps, selon le moment de la guerre, mais en tout cas, à ce moment-là, en 1943, on prend le temps de former les hommes à l'épreuve du feu. Eddie, ses proches le décrivent comme un jeune homme plutôt extraverti, rieur, qui a de nombreux amis, qui prend le temps d'écrire à sa famille, elle restée dans le New Jersey. Edward, après sa formation initiale, reçoit en plus la formation spécifique pour devenir infirmier. Il ne portera donc pas d'armes et aura la lourde tâche de soigner ses camarades blessés sur le champ de bataille. À la suite de son entraînement, fin 1943, il embarque donc pour l'Angleterre au départ de New York pour rejoindre les troupes américaines déjà sur place, qui s'affairent à préparer l'opération Neptune,
C'est le nom de code, en fait, si vous voulez, qu'on donne au débarquement. À ce moment-là, l'île britannique est un gigantesque camp militaire à ciel ouvert. Edward Morozevich est affecté à la compagnie F du 2e bataillon du 16e régiment d'infanterie de la 1re division d'infanterie. Il sera donc parmi les premiers à débarquer sur Omaha Beach le 6 juin 1944. Bon, maintenant il faut que je vous parle de l'opération en elle-même. Pour qu'elle soit un succès, de nombreux facteurs météorologiques doivent être réunis et le début du mois de juin 1944 est le plus adéquat. D'abord prévu le 5 juin au matin, le débarquement est reporté le 6 à cause de la tempête. L'opération Neptune mobilise alors 150 000 hommes côté allié. La plage d'Utah et d'Omaha sont dévolues aux troupes américaines, dont 34 000 GI, rien que pour Omaha. Les hommes sont alors chargés dans de grands transports de troupes. Edward, lui, est à bord de l'USS Enrico, en compagnie d'un autre combat médic de son unité rencontré en Angleterre au moment de son entraînement et avec qui il est devenu ami, Charles Norman Shea. Étant tous deux infirmiers, je vous le rappelle, ils ne portent pas d'armes et ils auront donc la lourde tâche de prendre en charge les blessés sur la plage. À partir de 2h30 du matin, tous deux rejoignent leur barge de débarquement au large de la côte normande, avec le reste de la compagnie dans une mer démontée. L'objectif pour Edward et sa compagnie est clair. La plage a été découpée en plusieurs secteurs. Eux seront débarqués sur Easy Red, en première ligne. Ils doivent profiter du bombardement aérien et naval qui est censé détruire les défenses allemandes afin de prendre possession de la plage et de permettre le débarquement du reste des troupes et du matériel et d'installer une tête de pont sur la côte normande. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé sur la place ce jour-là, je suis allé à la rencontre de Florent Planat. Depuis des années, Florent s'entretient avec des vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale ainsi que leurs familles et mène des recherches dans les archives pour comprendre le parcours de ces jeunes hommes. Il nous emmène alors à la casemate WN62, c'est devant cette place forte que vont débarquer Edward et ses camarades. Donc on est sur le WN62, qui en allemand veut dire Widerstand Nest 62, ce qui veut dire nid de résistance 62. Et sur la plage d'Omaha Beach, on a 14 des trucs comme points fortifiés comme ça, des nids de résistance. Sur celui-là, tu as à peu près une quarantaine de soldats. Après, tu as le 61 qui est juste là, le 60 qui est de l'autre côté. Et en fait, c'est pour défendre cette sortie de plage qui a été renommée la sortie E3, Easy 3. Ouais, bah, tu as 5 sorties de plage sur Omaha Beach, sur 8 km de longueur. Et là, tu as la sortie E3, F1. Et de l'autre côté, tu as 3 autres sorties de plage. Et c'est le seul moyen en fait de sortir de la plage avec du matériel lourd, des chars, des camions, des jeeps. Et les Allemands, ils ont en fait sécurisé ces sorties de plage. Et là, tu vois bien, on domine la plage, mais le plateau aussi qui te permet de sortir. Donc non seulement tu auras des fils barbelés, tu auras des champs de mines, tu vas avoir du mortier, de l'artillerie, de la mitrailleuse. Et là, ce WN62 où on est, en fait, il va faire feu pendant... Bah, c'est ce qu'on dit, mais jusqu'en début d'après-midi. Ça va être le dernier nid de résistance qui va tomber le 6 juin 1944. Comme vous l'avez sans doute compris, ce nœud de résistance était donc bien en place au moment de recevoir l'assaut allié, et pour cause. Bombardement aérien qui ne marche pas. La Navy qui fait feu, mais c'est des bunkers qui font plusieurs mètres d'épaisseur. Je veux dire, moi c'est ce que je dis à mes clients, ils sont bomb-proof, tu vois. Tu peux te cacher dedans, la Navy va faire feu, tu vas être tranquille dedans pendant plusieurs semaines. Je veux dire, tu pourrais faire feu sur ces bunkers, ils vont pas péter. C'est du costaud. En raison d'une météo plus que capricieuse, les bombardements aériens et navals se sont révélés complètement inefficaces et à 6h30, au moment où Edward Morozevich débarque avec sa compagnie, la mitrailleuse de la WN62 est prête à tirer avec une vue imprenable sur la plage. Au moment de l'arrivée de sa barge de débarquement, la rampe de celle-ci s'ouvre et la première ligne est complètement fauchée. En tant qu'infirmier, Edward se trouve à l'arrière de celle-ci et arrive à évacuer de ce cercueil flottant. Il se retrouve avec de l'eau jusqu'à la taille et arrive à se cacher derrière les obstacles présents sur la plage et se rend compte de l'enfer autour de lui. Mais quand tu dis que c'était juste ici, ça, que tu vois des dizaines de soldats qui sont en train d'essayer de se protéger, qui se font tirer dessus,
T'as la moitié qui s'est pris une balle, t'as du sang de partout, tu dois avoir des cris, le son, l'odeur, tout ça. Je veux dire, ça doit être. Alors que c'est des mecs pour la plupart, comme tu disais, quoi, qui ont déjà débarqué pour la Big Red One, qui ont déjà débarqué, tu vois, qui ont de l'expérience, tu te dis, mais. Après, ils ont eu quand même beaucoup de pertes en Afrique du Nord et en Sicile, mais tu as raison, tu as quand même des gars ici, c'est des vétérans de l'Afrique du Nord et de la Sicile, donc ils ont de l'expérience. La 29e qui était de l'autre côté, à cause du courant, la 29e a été dispersée sur toute la plage. Eux, c'est leur baptême de feu. Et là, j'ai rencontré dans l'Oklahoma le dernier vétéran en première vague, sûrement de la 29e, qui lui a débarqué dans le secteur de Easy Red, là, et qui lui était carrément à plusieurs kilomètres de son secteur. Mais il disait, quand on a vu le patch de la Big Red One, on était assez rassurés de voir qu'en fait, on était à côté de gars qui, eux, avaient de l'expérience. Donc c'est vrai que ce fameux patch de la Big Red One, ça va mettre un peu de rassuré. Ouais, il a apporté de l'assurance. Hein. Je pense. Hein. En tout cas, les quelques vétérans de la 29e que j'ai rencontrés qui sont arrivés secteur Big Red One, ouais, ils m'en ont parlé. Des corps, du sang, le bruit des balles, des obus de mortier et des hommes qui crient. Édouard, lui, n'est pas vétéran, mais il mobilise ce qu'il a appris, il soigne, il pose des garrots, il administre de la morphine. Et son travail avec son camarade Charles Shea s'annonce très délicat. Mais l'ennemi numéro 2, qui n'avait pas été trop prévu, c'était la marée qui montait. Et là, tu vas le voir, là, elle est en train de monter. Et si tu es blessé, que tu es au sol, en 20 minutes, tu es sous la flotte. Et Charles Shea, il se rend compte, comme d'autres infirmiers de combat, qu'en fait, les gars, ils vont être aspirés par la mer, quoi. Et donc, en fait, pendant plusieurs heures, il va sortir les gars de l'eau pour les foutre à l'abri. Et ça, sous le feu des balles allemandes, quoi, des tirs allemands. C'est-à-dire qu'il va faire les allers-retours entre ça. La dune et... Bah, voilà. Donc après, la dune ou des obstacles de plage, mais en tout cas, il va les sortir de la flotte pour être sûr de pouvoir les traiter ensuite, de pouvoir les soigner. Mais avant même de pouvoir leur faire un garrot, de leur mettre de la morphine, des bandages, il faut s'assurer que les gars ils soient sortis de la flotte. Et là, si on se met juste là, tu verras que d'ici, allez, même pas 5 minutes, si tu es blessé au sol, là tu es sous la flotte, bah tu vas voir, ça va arriver vite. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que Charles et Édouard soignent des soldats chargés très lourdement en matériel et qui plus est, gorgés d'eau. Un matériel qu'il est bon d'évoquer un instant. Donc on en profite d'être là, on va faire un petit point sur le matériel parce que évidemment donc, les mecs ont débarqué, ils sont sur la plage, ils ont comme matos, ils sont ultra chargés. L'état-major a décidé de leur donner plus de matériel que d'habitude, histoire qu'ils puissent être le plus autonomes possible. Parce que le temps que le matériel débarque, le reste du matériel arrive. Et quand les mecs arrivent sur la plage, ils sont entre 35 et 40 kg sur le dos, c'est extrêmement lourd, ils sont sous le feu, ils sont trempés, donc il faut imaginer en plus de ça le poids de l'eau qui est venu s'incorporer dans les vêtements. Donc les mecs sont super lourds et ça va être difficile pour eux de se mouvoir tranquillement, quoi. Au moment où les mecs débarquent, du coup, ils sont avec la plupart un M1 Garand. Après, il y avait plein de matériel différent, etc. Selon, mais le M1 Garand, c'était évidemment une arme très connue. Et la plupart étaient évidemment équipés de ces pochettes-là. Ça permettait de les rendre étanches, déjà d'une. Et puis, ça permettait d'arriver et d'avoir des armes en état de marche quand ils arrivaient sur la plage. Sauf que le problème, c'est quand ils débarquent, ils sont tous emballés. Et la plupart des gars vont en fait attendre d'être ici, sur des bords de falaise ou d'être à couvert pour le déballer et pour commencer à tirer. Donc en fait, ils n'ont aucune arme pour tirer pour la plupart avant d'être ici. Et comme vous l'avez vu à marée basse, la côte est très loin. Ce qu'il faut retenir, c'est que le matériel a pu piéger les soldats et même les plus expérimentés. Les hommes étaient très lourdement équipés afin de pouvoir accomplir leur mission le 6 juin avec une plus grande autonomie. Le travail des infirmiers sur la plage est donc périlleux, entre cet équipement, la marée qui emporte les hommes et le matériel, et bien sûr, le feu allemand. Alors qu'il s'affaire à soigner les hommes sur la plage, au milieu des tirs et des corps, Édouard Morozevich est touché au ventre. Son ami, Charles Norman Shea, s'approche alors de lui. Il se rend compte de la taille de la blessure, et celle-ci est trop grave, trop profonde. Eddie meurt ce 6 juin 1944 sur cette plage de Normandie, battu par une mer agitée et les balles allemandes. Les rapports qui remontent de la plage au centre de commandement sont unanimes.
Les premières vagues du débarquement sont clouées sur place par le feu ennemi. Sur les 2500 hommes du 16e régiment d'infanterie d'Édouard et Charles, près de 1000 seront tués, blessés ou disparus le jour J. Les hommes perdent la vie, ainsi que leur matériel. Près de 80% du matériel radio disparaît lors de la première vague, ainsi que les chars amphibies qui débarquent trop loin des côtes, coulent avant même d'avoir atteint le rivage. La situation est si critique que le général Bradley, chargé du débarquement sur Omaha Beach, est sur le point de dériver les forces de renfort prévues pour la prochaine marée, pour la plage d'Utah et celle du secteur britannique, ce qui, vous l'aurez compris, aurait été catastrophique pour les Alliés. C'est alors que, soutenus par le feu des navires de guerre et des renforts successifs amenés par les péniches, des percées commencent à se créer. Un groupe de soldats comprenant des hommes de la 1e et de la 29e division d'infanterie firent une première percée au centre de la plage vers 13h09. Premier rapport positif d'Omaha, après 5h30 d'enfer. Les autres sorties, elles, suivront dans l'après-midi. Le bilan au soir de cette première journée sur Omaha Beach est terrible, avec 5000 morts, blessés et disparus. Édouard est l'un d'entre eux. Du coup, c'est le monument de la 1re division d'infanterie qui se trouve sur le WN62 et tu vois tous les soldats de la 1re division qui ont été tués entre le 6 juin et le 24 juillet 1944. Pourquoi le 24 juillet 1944? Parce que c'est ce qu'on considère dans l'armée américaine comme la campagne de Normandie. Même si après, en août, on est encore en Normandie, mais on a des éléments de l'armée américaine qui vont commencer à être en Mayenne, qui vont commencer à se diriger vers la Bretagne. Donc, à partir du 24 juillet, on va appeler The Northern France Campaign. En tout cas, voilà, tu as la liste de tous ces soldats. Donc, tu peux voir quand même qu'il y en a un grand nombre. Et notamment, Edward Morozovic, qui est juste ici. On en a parlé sur la plage. Qui est mort juste là-bas. C'est ça, à quelques centaines de mètres d'ici. Avant de se quitter le premier jour avec Florent, celui-ci m'apprend que Charles Shay, vous vous souvenez, l'ami d'Edouard, l'autre infirmier de la compagnie, a survécu à la campagne de Normandie, à la Seconde Guerre mondiale, et vit même près d'ici, en Normandie. Alors j'avoue que je m'y attendais pas trop, mais je me mets en tête de le rencontrer. Bon, la deuxième journée commence et je me remets à peine de tout ce que j'ai appris et vu hier, la rencontre avec Florent et l'envie grandissante de rencontrer ce Charles Shay. Car moi j'ai jamais rencontré de vétéran de la Seconde Guerre mondiale, encore moins un qui a débarqué le 6 juin 1944, et surtout encore moins qui ait connu Edward Morozevich. En attendant, je rejoins Florent qui veut me montrer un autre spot, celui-ci un petit peu plus loin de la plage, que lui seul ou presque connaît. Bienvenue au hameau de Sainte-Anne, rattaché au village ou à la ville de Tour-en-Bessin. Et encore une fois, tu es sur un endroit où il n'y a pas de monument, il n'y a pas de mémorial, il n'y a rien. Le soir du 8 juin 1944, dans la nuit en tout cas, on a les éléments du 3e bataillon du 26e régiment qui se sont positionnés ici. Tu avais 3 compagnies, donc une qui était sur cette partie de la route, une autre part ici et au sud de la Nationale 13. Et en fait, ils s'attendaient à une contre-attaque, mais venant du sud. Sauf qu'ils ne savaient pas encore, mais que tu avais des Allemands qui avaient été squeezés entre les lignes allemandes et donc les lignes américaines. Et en fait, tu as un convoi d'Allemands qui est arrivé par derrière. Et en fait, eux, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que des Allemands soient derrière eux. Tu as notamment un soldat, pareil, hein, qui n'est pas très connu. J'ai fait des recherches sur lui. Il est enterré au cimetière américain, c'est le capitaine John Semanchik. Et à l'époque, il est encore lieutenant. En fait, il a fait la campagne d'Afrique du Nord. Il a eu une Silver Star en Afrique du Nord. Il fait la campagne de Sicile. Wow. Il a une autre Silver Star. Il va avoir une 3e Silver Star ici en Normandie, mais qui va être donc à titre posthume. Comme vous le comprenez, le capitaine John Semanchik était un officier expérimenté, ayant connu les théâtres d'opération africains et siciliens, contrairement aux novices qu'étaient Édouard et Charles. Avant le débarquement, il est promu au grade de capitaine après ses actions dans les précédents théâtres d'opération. Et John sert au sein du 26e régiment d'infanterie, celui-là même qui vient relever celui de Charles et Édouard le soir du 6 juin 1944. Il est donc un élément expérimenté de la Big Red One
et en tant que capitaine, il a sous son commandement environ 190 hommes. Le capitaine John Semanchik, donc qui était à la tête de la compagnie I du 26e régiment, a été tué ici à Sainte-Anne dans la nuit du 8 au 9 juin 1944. Donc le jour où les Allemands du coup sont arrivés derrière. Exactement. Nous nous sommes procurés, auprès des archives américaines, ces rapports quotidiens de la compagnie I du capitaine Semanchik. Ces rapports permettent de faire remonter certaines informations logistiques, pratiques, mais aussi de faire le bilan des pertes subies par la compagnie. Ces rapports sont signés chaque jour par le capitaine John M. Semanchik. Quand nous ouvrons la page du rapport du 9 juin, celui-ci fait effectivement état d'une attaque allemande survenue en soirée et annonce la mort, disparition et blessures de plusieurs soldats, dont le capitaine de la compagnie, John M. Semanchik, avec ses initiales KIA, pour Killed in Action, mort en opération, ainsi que l'heure probable du décès, 23h30. Le rapport de ce jour est alors signé par son premier lieutenant, ayant récupéré donc la charge du commandement. Si certains peuvent penser que cet accrochage ressemble à beaucoup d'autres qui se sont déroulés en Normandie à ce moment de la guerre, pour moi il est surtout représentatif de la situation précaire dans laquelle se trouvent les soldats américains dans le bocage normand, dans ce qu'on a appelé à l'époque la bataille des haies. Le fait d'avoir été mal préparé à la topographie du terrain en Angleterre s'ajoute à l'inconfort de la situation vécue par les GIs. Les hommes vivent dans des conditions difficiles, régies par le froid, le manque de sommeil et de nourriture, car les hommes de première ligne doivent se contenter de rations de combat et peinent parfois même à trouver de l'eau. Il en est de même pour la peur constante de se retrouver sous le feu ennemi et de se faire toucher. Ce contexte du terrain apparaît rapidement comme une source d'angoisse, voire même de terreur pour ces jeunes soldats. Ce bocage normand, composé de hautes et épaisses haies, se transforme en une redoutable forteresse dans laquelle les Allemands sont retranchés, afin de défendre le territoire qu'ils connaissent par cœur pour l'avoir occupé depuis donc 1940. Ce terrain donc complique aussi l'avancée des troupes et de leur coordination pour la création d'une ligne de front claire. Résultat, il n'est pas rare que certaines formations allemandes se retrouvent dans le dos du dispositif américain, comme cela a été le cas pour la compagnie du capitaine John M. Semanchik. Dans les premiers jours du débarquement, ce sont 1900 soldats alliés qui sont tués chaque jour sur le front de Normandie. La guerre dans le bocage est celle des sens. Le vacarme du combat se mêle au silence pesant de l'attente, ainsi qu'à la fraîcheur des nuits et à la pluie. L'estomac creux jamais rassasié, et de la vue de la mort partout. Et tout ça dans un tableau verdoyant de nature. L'ennemi, lui pourtant, semble invisible, caché dans les talus, et qu'on a peur de rencontrer au détour d'un chemin. J'avais récupéré le témoignage d'un soldat qui était ici. Et en fait, il y a eu énormément de confusion. Où sont les lignes allemandes, où sont les lignes américaines, sachant qu'on avait des Américains sur les deux côtés de la route. Et lui, en fait, ce qu'il raconte dans son témoignage, c'est qu'à un moment, en fait, il est pris de panique. Il s'est mis dans son trou d'homme et il a juste attendu, il s'est recroquevillé, il a attendu. Il disait que ça tirait de partout, les Américains se tiraient dessus, les Allemands. C'était un gros foutoir. Parce qu'on est en pleine nuit aussi, du coup. On est en pleine nuit. Donc je ne sais pas, moi, personnellement, ce qu'il a fait. J'attends de trouver sa citation. Peut-être que Pierre-Louis l'aura. Ouais, là, Florent m'intrigue pas mal. Pour avoir plus d'informations, je rentre donc en contact avec Pierre-Louis Gosselin, le fondateur d'un musée consacré à la Big Red One. Mais avant de quitter Florent, je lui pose une ultime question sur les anciens combattants, et notamment sur leur envie de raconter ce qu'ils ont vécu. Même aujourd'hui, tu rencontres des anciens qui ont 98, 99 ans, ils arrivent à te dire le nom de tous leurs potes qui étaient dans leur squad. Ils vont te dire, lui, il a été tué à tel endroit, et puis tu vois les larmes. Je veux dire, t'as l'impression que c'était la veille, quoi. Pour moi, c'est des choses, tu t'en remets pas. C'est des traumatismes. Je vois les gars que j'ai rencontrés, quand même, ils ont été secoués, quoi. Ils en ont jamais parlé. Il y en a encore qui... Moi, quand je suis allé chez eux, blocus total. Hein. La famille a tenté une approche. Tiens, Florent, essaie de venir à la maison. Peut-être que papa va t'en parler, machin. Mais tu vois, genre blocus, quoi. Je laisse donc Florent, après ces 2 excursions qui auront été, je vous l'avoue, riches en enseignements et en découvertes. Je me rends donc comme indiqué vers le musée de la Big Red One, à quelques kilomètres de là. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai un petit peu la boule au ventre car je suis dans l'attente de la réponse pour l'entretien avec Charles Shea, le vétéran du 6 juin 44 qui a connu Edward Morozevich. Et je croise les doigts pour que ça le fasse. Putain, je croise tellement les doigts, j'espère qu'il va répondre. On aurait
des obstacles quoi. C'est pas simple hein, des fois quand même. Mais si on l'a, l'histoire est folle. Et surtout j'ai jamais rencontré d'anciens combattants quoi. Donc il y a ça aussi. 99 ans, donc si c'est une de ses interviews, c'est peut-être une de ses dernières. J'avoue que... Là on a préparé les questions pour Charchet, on va lui envoyer et voir s'il accepte du coup pas de répondre à nos questions. Donc on croise les doigts. J'envoie tout maintenant. Bon, je vous explique. Pierre-Louis est le fondateur du musée de la Big Red One, non loin de Colville-sur-Mer. On peut dire que c'est un passionné. Collectionneur depuis ses 9 ans, il amasse depuis des années des objets et infos tous plus intéressants les uns que les autres sur la Big. On s'est rencontrés la veille, hors caméra, et il a gentiment accepté de m'ouvrir son musée et sa collection. On échange devant les caméras, et quand je lui parle de l'escarmouche de Sainte-Anne, il m'amène au fond de son musée pour y découvrir une pièce étonnante. Tout l'ensemble, en fait, tout le grouping du capitaine Fred Edwin Andrews, qui était aumônier au sein du 2e bataillon du 26e régiment. Donc en fait, la totalité du grouping a été récupérée chez la famille aux États-Unis. L'aumônier. Il est chargé de donner des messes aux soldats de sa compagnie à l'arrière, mais aussi de rassurer et livrer les derniers sacrements aux hommes qui perdent la vie. Rôle particulier que celui qui donne les derniers mots que les hommes un peu trop superstitieux ne veulent pas croiser par peur d'un signe annonciateur. Edwin Andrews est lui aussi membre du 26e régiment, comme le capitaine Semanchik, et a lui aussi participé aux campagnes d'Afrique du Nord et de Sicile. Des chemins qui se croisent jusqu'au jour fatidique du 8 juin 1944. Donc tout est réellement à lui. Du casque aux musettes. Je sais qu'il est resté 1 journée et demie sur la plage ici, tellement effectivement il y avait de soldats tués. Donc il a fait son job d'aumônier, donner les derniers sacrements, encourager les blessés. Son bataillon avait même avancé sur Formigny. Il les a rejoints évidemment juste après. Le bataillon a continué sa route vers Maule, via Tour-en-Bessin, pour finir à Tour-en-Bessin. Donc il les a suivis jusqu'à Tour-en-Bessin. Wow, ok. Et il a été du coup sur Sainte-Anne lui aussi Oui. Cet aumônier? Oui. Okay. Donc la nuit où les Allemands sont Il était arrivés. dans les parages, effectivement. Wow. Ouais. Et il a survécu du coup? Il a survécu à ça. Il est même allé jusqu'à Caumont-les-Ventés. Donc c'est même son bataillon qui libère le bourg de Caumont, le 13 juin. Il reste sur Caumont tout le temps où toute la division reste sur Caumont, c'est-à-dire 1 mois. Ils sont relevés le 14 juillet 1944. Ensuite, ils ont quelques jours de repos et avant d'attaquer l'opération Cobra fin juillet 1944. Wow. Est-ce qu'on peut imaginer que du coup, s'il était là ce soir-là, le 8 juin, avec John Semanchik, qu'il ait donné les sacrements à... C'est évident. Waouh. C'est évident. Si l'histoire de John Semanchik peut ressembler à celle de nombreux soldats américains de cette époque, elle rappelle aussi la réalité très dure et brute des combats qui se sont déroulés les jours suivant le débarquement. Tomber sur la tenue de cet aumônier, qui faisait partie du même régiment et ayant été dans le même secteur, me donne envie d'enquêter, alors encore plus sur le destin de John M. Semanchik. Pour quel acte a-t-il été décoré? Est-ce qu'on a des détails sur les circonstances de sa mort? À l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai fait une demande auprès des archives militaires américaines pour avoir accès à son dossier militaire personnel. Même si 80% de ces dossiers ont été brûlés dans un incendie en 1973, j'ai bon espoir d'en apprendre plus sur ce capitaine de Pennsylvanie, disparu dans la nuit du 8 au 9 juin 1944. En tout cas, sachez que, évidemment, si j'ai des nouvelles, je le partagerai en live sur ma chaîne Twitch, mais bien sûr, je vous tiens au courant. Avant de quitter Pierre-Louis et son musée, je reçois une nouvelle. Tiens, je vais regarder le téléphone en attendant, j'en profite. Le suspense. Ok, parfait. J'attends juste. Elle m'a juste dit ok, parfait. J'attends de... Ok, bon. J'attends la réponse, quoi. Bah, finger crossed. Hein. Incroyable. Charles Chay a lu le courriel. Il est d'accord pour une courte interview demain à 17h30. Let's go. Bien joué, mec. Incroyable. Putain, let's go. Avant l'interview, il est important que je vous dise. Charles est d'origine amérindienne, il a grandi dans une réserve, et au moment du débarquement sur Omaha Beach, il a à peine 20 ans. De par ses origines, il n'a pas le droit de vote dans son pays, mais a le droit de risquer sa vie en première ligne le jour J. I want to make clear that any of my reports about the Big Red One are not
authentic. It's only my idea of what I experienced. My name is Charles Norman Shea. I went to Bridport, and this is where I joined the 1st Infantry Division, 16th Infantry Regiment, 2nd Battalion. And I was assigned to F Company as a combat medic. Got the orders to evacuate the ship at about 1:30 or 1 o'clock in the morning over the intercom system, prepare to debark and proceed immediately with all of your equipment and your shoulder packs and everything, as we did. And they had slung rope ladders over the side of the ship. I traveled across the ocean on the Enrico troop transport, and we proceeded to the side of the ship, and we were supposed to climb down the rope ladders, and at the proper moment we were supposed to jump from the right rope ladders into the landing craft. They were going up and down by the side of the ship about 6 feet, the landing craft. That's huge, yeah. So we had to be very careful when we left the rope ladder and jumped into the landing craft. If we went and jumped when the landing craft was at its lowest level, we could break our legs or be seriously injured. Of course. But fortunately, the landing craft that I was assigned to, and I guess it was the same with every landing craft, the men that were in the boat, they told us when to leave the ladder. So I jumped at, they told me when to jump from the rope ladder into the landing craft, and this is what I did, and I was not injured. So I made it into the boat okay. We had to assemble in an area just a few feet from the ships that transported us, and when we gathered, I think it was about 7 or 8 landing craft, then we proceeded to the beach. Ce que nous raconte ici Charles est le bal des barges de débarquement attendant leur ordre d'opération. Dans une mer démontée, ces petites embarcations vont tourner en rond plusieurs heures, attendant le coup d'envoi des opérations, et avec à l'intérieur de chacune d'entre elles une vingtaine d'hommes. Une attente interminable et qui va durement marquer les soldats et leurs souvenirs, comme le terrible mal de mer qui va toucher nombre d'entre eux, le bruit des balles et des obus, et bien sûr la peur. Eventually we got the word to proceed to the beach. We went into the beach, and of course all of they were just small landing crafts holding 20 or 23, 22 men, and we proceeded to the beaches, and the Germans had put in obstacles on the beaches that went into the water. So we got the notice from the coxswain, that's the Navy man that was driving the boat. He told us, I'm dropping the ramp, I've become marooned on an underwater obstacle. I have to drop the ramp, so everybody should debark once the ramp goes down. So the Navy man, he dropped the ramp, and immediately the men that were standing in front, many of them were wounded from small arms fire coming from the Germans. Rifle fire, machine gun fire, mortars. When the ramp went down, many men were killed immediately. And those that were able to survive, they were so heavily loaded with equipment, with machine guns, mortars, flamethrowers and so forth, that when they jumped into the water and it was over their heads, they sank immediately, and many of the men drowned because they had too much equipment on their bodies. I had
did not have much heavy equipment because I was a medic, and I had 2 satchels on each side, on each shoulder. Okay. I was only carrying medical supplies, so when I jumped into the water, when my turn came, I was the last one to leave the landing craft because the medic was all the way in the back. And when I left the landing craft, I jumped into the water and I landed up to my chest in water. Oh, wow. Oh. And I was able to recover, and so I proceeded to go, and I was looking for some something to protect me, and I made my way to those and used them for protection, and proceeded from one to the next onto the beach, and crawled and made my way up to the defilade of the beach, and I was able to seek some protection at the top of the beach. Once I had some protection, I started treating my comrades. I did not make any selection because they were all over the place. You did not have to look for them. They were right there in front of you. I proceeded to treat the wounded that I had knew. And while I was doing this, I came across a medic that I knew. His name was Edward Morosevich. I have his photograph downstairs. And he had a stomach wound, open stomach wound, and there was no hope for him. I knew that he was dying, but because he was bleeding from inside, and I could not help him. So I treated him and I gave him some morphine, and I tried to console him and talked with him, but he did not last very long. He died while I was doing this. Okay. So I lost, that was the very first person that I lost that I knew very closely. Charles était donc bien là. Il a accompagné son ami, Edward Morosevich, jusqu'à la fin, lui administrant une dose de morphine afin de le soulager de sa douleur et tentait de le rassurer jusqu'à son dernier souffle. Ce que je peux rajouter aussi à l'histoire que vous venez d'entendre, c'est que la famille d'Edward l'a ignoré pendant plus de 70 ans. 70 ans pendant lesquels ses proches ne savaient pas où, quand et comment Edward avait perdu la vie. C'est en 2016 que sa sœur, Rose Morosevich, a rencontré Charles, ici en Normandie, et a enfin pu faire la lumière sur les circonstances de la mort de son frère. I left the beach late in the afternoon on the 6th of June, and the 26th Regiment of the 1st Division was in reserve, and they had landed and proceeded. They proceeded through us. Our objective was Colville-sur-Mer, and they proceeded into Colville-sur-Mer, and they were able to make the area safe for troops to come into. Well, that's where I went after I proceeded. I stayed overnight on the beaches. Okay. I fell asleep, and in the late afternoon I was tired because I had been up all night and no rest, and when I woke up in the morning, I was surrounded by a lot of bodies, Germans and Americans, all around where I had spent the night. Se réveiller au milieu des hommes qui ont perdu la vie le 6 juin est un souvenir que Charles gardera pour le restant de ses jours, avec le visage de ceux qu'il a tenté de soigner, comme celui de son ami, Edward Morosevich. Le temps est venu pour nous de quitter Charles, que je tiens à remercier pour sa disponibilité, sa gentillesse, car à 99 ans, il a accepté de nous ouvrir la porte de chez lui et celle de ses souvenirs, prendre le temps de me transmettre, de nous transmettre ce qu'il a vécu ce 6 juin 1944. Alors, notre échange aura duré en tout presque 1 heure, et je le publierai dans quelques jours sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez mieux comprendre son parcours de vie, personnel, professionnel,
militaire bien sûr, pour que vous appreniez encore un petit peu plus à connaître Charles Norman Shea. Avant de partir, je fais un ultime détour par le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Ici se trouvent 9000 tombes de soldats américains disparus pendant les opérations de Normandie. 9000, dont celle du capitaine John M. Semanchik de Pennsylvanie, tombé le 8 juin 1944. Et bien sûr, ici, celle du Private First Class Edward Morozevich, tombé le 6 juin 1944, au matin, dans les bras de son ami. Omaha est un lieu définitivement à part, comme le reste des plages de Normandie d'ailleurs. Pour tout vous dire, le réalisateur de cette vidéo, Alex, venait pour la première fois sur Omaha, et il me parlait du sentiment particulier qu'il a traversé à la vue de cette plage. Et en vrai, je crois que c'est aussi ça apprendre l'histoire. C'est adosser au travail des historiens notre propre perception d'un lieu, le sentir, l'entendre, l'observer. Car en fait, il n'appartient qu'à nous de se l'approprier, dans notre propre vision des choses. Alors vous aussi, n'hésitez pas à venir ici en Normandie, car ces dunes ont des choses à vous apprendre.